Histoire d'Afrique. Le postulat de la suprématie blanche et de l'infériorité noire. Les lumières et l'inégalité des hommes. Nature versus culture. Et nous allons aussi parler du rôle des naturalistes. Et nous allons par la suite parler la réforme intellectuelle et morale de la France. Pour les philosophes, néanmoins, le sauvage n'est pas un barbare. Diderot a écrit, sous le nom de Renard, des textes très forts pour dénoncer la barbarie européenne. C'est le civilisé qui a révélé sa barbarie en traitant le monde et les hommes qui l'habitent comme des étendues désertiques où l'on pouvait massacrer les peuples, les piller et les asservir. Le sauvage, lui, incarne l'été de naturel, par opposition à celui de culture. Mais si on lui accorde une sagesse innée, c'est en raison de son ignorance même qu'il a mis à l'abri des méfaits de la civilisation. Ces mêmes personnes, ils ont une maladie d'Alzheimer. Ils ont été hypnotisés par je sais quel démon. Ils ont oublié d'où vient la civilisation européenne. Elle vient de la civilisation grecque. Mais d'où vient la civilisation grecque? Elle vient de la civilisation égyptienne. Mais d'où vient la civilisation égyptienne? Mais elle vient aussi en grande partie de la civilisation israélite. Mais d'où vient la civilisation israélite? Elle vient aussi en grande partie de la civilisation nubienne et de la civilisation des cieux. D'où vient la civilisation égyptienne? Mais elle vient de la civilisation nubienne. La première civilisation dans le monde, on l'appelait la civilisation nubienne. Après la civilisation nubienne, c'était la civilisation égyptienne. Après la civilisation égyptienne, c'était la civilisation israélite. Après la civilisation israélite, ça a été la civilisation grecque. Après la civilisation grecque, nous sommes dans la civilisation romaine. Après la civilisation romaine, ça sera la civilisation du peuple noir en majorité. L'unification du peuple noir. L'unification, mais chacun dans son coin. Ce qui veut dire, la civilisation israélite sera liée à la civilisation égyptienne. La civilisation égyptienne sera liée à la civilisation nubienne. Mais sur le panthéon de la civilisation israélite. Si nous avons défailli, parce que au fond de l'histoire, il y avait des failles, il y avait le désordre, il faut rétablir ce qui est à l'origine. Avant la civilisation nubienne, il faut aller avant la civilisation, il faut aller au plus loin de la civilisation nubienne. C'était la civilisation de Noé, l'île Atlantide. Avant de parler de l'île Atlantide, des 10 tribus perdues d'Israël. Comme il doit son bonheur à son état primitif, la sensibilité occidentale à son égard est empreinte de condescendance, ce qui n'est pas loin d'un mépris implicite. Ce sera un des termes littéraires du romantisme, depuis Jean-Jacques Rousseau et son Bon Sauvage jusqu'à Friedrich Hegel, qui fait de tous les noms européens des êtres inférieurs dans la mesure où ils n'ont pas la pleine conscience de leur être. En Afrique, nous rencontrons ce qui a été appelé l'état d'innocence, où l'homme est supposé vivre en accord avec Dieu et la nature. En ce état, l'homme n'est pas encore conscient de lui-même. On nous fait comprendre, quand les Européens sont venus en Afrique, même avec le désordre, même avec la sorcellerie, même avec la magie, même avec la spiritualité du peuple bantou. Mais le peuple noir a toujours l'esprit ancré dans Dieu, a toujours l'esprit ancré dans la nature. Nous respectons au plus profond de nous la nature. Même ça, la religion ne pourra pas l'enlever. Parce que ceux qui aiment Dieu sont spirituels. Ceux qui respectent la nature sont spirituels.
Pour connaître un peuple qui est spirituel, il faut le connaître par deux étapes. Et par la suite, nous pouvons entrer dans le fond et dans le profond. Nous pouvons commencer à prendre les ordres. Mais avant cela, pour connaître un peuple, s'il aime Dieu au plus profond de lui, ou dans la forme, il faut connaître, est-ce que ce peuple a la conscience de Dieu et a la conscience de la nature? Deux choses. Or, cette civilisation européenne, elle est basée sur le matérialiste. Avoir beaucoup d'argent, être milliardaire plus que l'autre. Quitte même à les piller, quitte même à servir, quitte même à tuer. Ce qui les intéresse, c'est l'argent. Nous voyons même les Blancs dans les rues, ils dorment dans les rues. Nous voyons même en Hongrie, en Suède, dans les pays scandinaves, la femme, elle est un objet. Ces mêmes personnes qui sont venues nous civiliser, pour eux la femme, elle est un suppôt à mettre en bas d'une chaise. Cette civilisation, on peut dire si c'est une bonne civilisation ou pas, en regardant seulement ce qui nous entoure. La télé, les jeunes gens, la manière qu'ils vivent. On nous fait même comprendre, le paradis était un jardin zoologique, où l'homme vivait dans un état d'animal d'innocence. Mais le paradis, aux temps anciens, l'homme ne vivait pas comme un animal, non. Depuis que le monde existe, aucune personne, aucune technologie, quelle qu'il en soit, ne peut dépasser l'homme originel, Adam et Ève. On ne peut les dépasser. Ces gens, ces personnes, ils sont nés dans le monde semi-astral. Ils avaient une connaissance qu'un être humain matériel ne peut égaler. À plus forte raison, ça doit vous faire penser comment ça se fait. Ces personnes qui étaient spirituelles ont pu dégrader. Et nous qui sommes matériels, on ne pourra pas se dégrader. Dire cela, ce n'est pas avoir peur de Satan, de l'adversaire. Ça sert à nous faire comprendre, à saisir le problème exact. Donc, chaque chose que nous posons comme acte. Les philosophes vivaient dans un climat tendu et ils n'ont eu que plus de mérite à s'élever vigoureusement contre l'esclavage. À l'opposition barbare, civilisée, soulignée par les physiocrates et les naturalistes, il subsiste un concept beaucoup plus moderne, celui de la contradiction irréductible entre esclavage et liberté. L'encyclopédie ne marche pas ces mots. On tâche de justifier ce commerce, la traite des Noirs à d'odieux et de contraire aux droits naturels en disant que ces esclaves trouvent ordinairement le salut de leur âme dans la perte de la liberté. Dans l'article traite des nègres, je cours est plus explicite encore. La traite est un négoce qui viole la religion, la morale, les lois naturelles et tous les droits de la nature humaine. Toutefois, les philosophes sont nettement plus mesurés sur la nature des Noirs. Même l'abbé Raynal, le plus actif des anticolonialistes, dans la campagne anti-esclavagiste, jette sur l'Afrique un regard désolé. Rien n'y porte l'empreinte d'une civilisation un peu avancée. Au sein de ce peuple si peu éclairé, les arts sont peu de choses. On n'y connaît que ceux qui se trouvent dans des sociétés naissantes, et encore sont-ils dans l'enfance. Après avoir détruit le peuple, on est venu lui faire comprendre que tu es rien, tu n'as pas d'importance. Tu es né pour être esclave jusqu'à ta vie. Ta couleur noire est une abomination dans tous les sens. Peu importe quelle définition, quelle analogie nous allons poser sur la table. Voilà pourquoi il faut connaître son histoire. On ne connaît pas son histoire pour avoir de la haine. On ne connaît pas son histoire pour mépriser tel et tel. On connaît son histoire pour relever sa tête
et ouvrir les yeux. À quoi servent les yeux alors? Quant à Voltaire, qui n'est pas le plus vigoureux à condamner l'esclavage, il est ouvertement raciste aussi bien contre les juifs que contre les noirs. La question ne l'intéresse guère. Sur les quelques 3800 volumes de sa bibliothèque, 133 seulement portés sur le monde non occidental, dont 4 sur l'Afrique. Dans les noirs, ils ne voyaient que des animaux. Leurs yeux ronds, leur nez épaté, leurs lèvres toujours grosses, leurs oreilles différemment figurées, la laine de leur tête, la mesure même de leur intelligence, mettent entre eux et les autres espèces d'hommes des différences prodigieuses. Et ce qui démontre qu'ils ne doivent pas cette différence à leur climat, c'est que les nègres et des négresses transportés dans les pays les plus froids, ils produisent toujours des animaux de leur espèce. Et les mulâtres ne sont qu'une race bâtarde. Son humour graissant va très loin, puisqu'il laisse tomber. Il n'est pas improbable que dans les pays chauds, des singes aient subjugué des filles. Ces mêmes personnes, ils oublient, avant qu'ils viennent nous ramener la Bible, le peuple bantou ne mangeait aucunement les animaux impurs qui sont dans la Bible. Le peuple bantou mettait des franges qui est écrit dans les 10 commandements, dans les lois, avant que les Européens viennent nous ramener la Bible. Les Égyptiens, ils savaient c'était quoi déjà le jeûne. Ils jeûnaient déjà. Même le peuple bantou jeûnait déjà, avant qu'ils nous ramènent la Bible. Il est au moins un homme qui ne mérite pas ce commentaire. L'abbé Grégoire, à l'opposé des autres. Il est anti-raciste, mais non anticolonialiste. Dans un ouvrage qui a beaucoup influencé les intellectuels noirs du XXe siècle, et notamment Léopold Sédar Senghor, de la littérature des nègres, au sous-titre explicite, recherche sur leurs facultés intellectuelles, leurs qualités littéraires, suivi de notices sur la vie et les ouvrages des nègres, qui sont distingués dans les sciences, les arts et les lettres. Il démontre que les Noirs sont les égaux de tous les hommes. Il ne reste donc qu'à coloniser l'Afrique, c'est-à-dire à la christianiser, pour leur permettre de participer à la fête universelle de la pensée. Il n'y avait guère eu avant lui en France que le botaniste Michel Andonson, de passage au Sénégal en 1754, pour s'étonner de voir les Noirs raisonner pertinemment sur les astres et estimer qu'avec des bons instruments, ils deviendront de bons astronomes. Ils ont oublié, si les Européens connaissent l'astronomie, c'est par rapport à l'histoire de l'Égypte antique. Ils ont oublié, si les Européens ils connaissent les mathématiques, c'est grâce à l'histoire des Israélites antiques, du peuple bantou. Ils ont oublié, si ils connaissent la Bible, c'est grâce à l'histoire des Bantous. Dire la vérité, comme je l'ai dit, c'est offenser ceux qui aiment le mensonge. Paradoxalement, le meilleur précurseur élève des Lumières fut en reçu. Le Tsar, qui veut dire César, Pierre, premier qui, dès le début du XVIIe siècle, fit acheter à la cour ottomane 3 jeunes esclaves noirs pour démontrer que, à condition d'être d'ascendance aristocratique, leur talent n'était pas moindre que celui des petits Russes. Parmi eux, Abraham, fils de chef enlevé au nord du Cameroun, devint général en chef et le véritable Vauban de son maître. Ce fut le bisaïeux du poète Pouchkine, qui n'en était pas peu fier. Mais pour la quasi-totalité des philosophes, le progrès est implicitement linéaire. Les intellectuels français sont arrivés au point le plus haut de la civilisation de leur époque. Donc les autres en sont loin. Et il est particulièrement douteux, pour ne pas dire impossible, que les Noirs participent jamais à cet accomplissement. On vient vous retirer votre histoire et on fait comprendre par la suite, avec le temps, des années, des décennies,
des siècles que ce n'est pas votre histoire, que c'est nous qui vous avons appris ça et ça et ça et cela. Le problème de la restauration du peuple noir, ce n'est pas un problème racial. Ça dépend même de la survie même de ce peuple. Même si ce peuple est l'origine de tout. On ne peut pas réveiller un peuple si on ne restaure pas son histoire. Ce n'est pas possible. Parce que sinon, même le mot restaurer n'allait pas exister. Le rôle des naturalistes, néanmoins, soyons clairs, ce ne sont pas les philosophes qui inventèrent le racisme, mais les colons de Saint-Domingue. C'est un colon ségrégationniste qui rédigea l'article mulâtre de l'encyclopédie. Ce que les penseurs du XVIIIe siècle introduisirent, c'est une méthode de pensée. La pensée scientifique. La pensée scientifique va avec l'esprit de découverte, va avec l'esprit de la connaissance. On attribue au naturaliste Buffon, 1707-1788, d'abord le premier, dans son histoire naturelle, introduit le concept de race. Il se montra néanmoins prudent, bien qu'il en distingue 6, les Esquimaux, les Tartares ou Mongols, les Asiatiques, les Européens, les Américains et les Éthiopiens ou Noirs. Il leur attribue une origine commune. Il les différencie par la couleur, la taille et la physionomie, et aussi par les mœurs et l'intelligence. Mais il explique ces variations essentiellement par le climat qui serait à l'origine des variantes biologiques ultérieures. L'encyclopédie est plus catégorique, qui fait des nègres une nouvelle espèce d'hommes, tout en ajoutant de façon sibylline tous ces peuples divers sortis d'une même mer. Il ne nous est pas permis d'en douter. Si la discussion n'apparaît pas au grand jour, c'est que l'Église interdisait de discuter le mythe d'Adam et Ève. N'importe comment, dans cette question qui sera au cours des débats scientifiques du XIXe siècle, qu'ils descendissent d'un ancêtre commun ou non. Les Noirs étaient toujours placés au bas de l'échelle. Dans ce même article de l'encyclopédie, les nègres sont essentiellement définis par la laideur de leur physionomie et leur couleur. Demeure et ce vilain peuple est opposé au teint de lit et de rose. Des pays nordiques où la danoise aux cheveux blancs éblouie par sa blancheur, le philosophe Emmanuel Kant qui écrivit Qu'est-ce que les Lumières s'exprima clairement contre la colonisation et l'esclavage. Il n'en paraît pas moins se rallier en fin de siècle à l'opinion de David Hume qui, dès 1748, proposa une progression linéaire de l'humanité qui serait passée progressivement de l'enfance à la jeunesse et à la maturité, et suggéra que toutes les autres espèces de l'humanité sont naturellement inférieures aux blancs. Kant trouva au sommet de la pyramide devant les Anglais et les Français, les Germains, tandis que les Noirs se situent en queue du classement. Devant les Anglais, il ne leur attribue finalement que le goût des sornettes. Le passage mérite d'être cité en entier. M. Hume défie que ce soit de lui citer l'exemple d'un nègre mérite d'être cité en entier, qui a montré des talents. Et il affirme que parmi les centaines de mille de Noirs transportés loin de leur pays et dont un grand nombre cependant ont été mis en liberté, ils n'ont jamais trouvé un seul pour produire quelque chose de grand dans les arts. Ils ont oublié la civilisation égyptienne, les pyramides qui se trouvent là-bas. Ce sont les Noirs qui sont les détenteurs. L'encyclopédie, de son côté, on rajoute caractère des nègres en général. Si par hasard rencontre d'honnêtes gens parmi les nègres de la Guinée, du 19e siècle, le recours à la science des inégalités raciales. Quand les Européens sont venus en Afrique, le peuple noir aimait beaucoup mentir. La majorité du peuple noir, c'était tous des menteurs, des adultères, des fornicateurs, des idolâtres, aimant la sorcellerie, la magie, parlant à des statuettes, comme si les statuettes pouvaient marcher, pouvaient manger. À l'heure d'aujourd'hui, où nous sommes, même dans le vaudou,
On donne de la cigarette à des statuettes pour fumer. Comme si les statuettes du vaudou pouvaient fumer. Comme si ces statuettes pouvaient marcher, pouvaient manger, pouvaient boire, pouvaient parler. Les hommes du XVIIIe siècle distinguèrent 3 critères de différenciation. Le climat et la culture, déterminant de la race. Or, seul ce dernier critère subsiste au siècle suivant. La boucle est bouclée avec l'avancée scientifique de Charles Darwin, dont la grande œuvre fut publiée en 1859. Le sous-titre révèle l'esprit du temps, la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie. Le drame fut que, à la faveur de la vague de l'expansion coloniale de la seconde partie du siècle, la révélation de la sévérité de la sélection naturelle des espèces, impliquant enquête, domination et destruction, fut transposée dans le court terme par les sociologues darwiniens dans la jungle des luttes de classe, de nation et de race. Il devenait normal et justifié non seulement que les vainqueurs dominent les peuples inférieurs, mais aussi qu'ils les éliminent au profit de la survie à long terme de l'espèce humaine. Et voilà pourquoi Darwin était le père qui a prôné l'être humain vient du singe. En disant cela, il rabaissait le noir, et en rabaissant le noir, fin, ça pouvait ramener l'extermination, l'extinction de ces peuples-là. Voilà pourquoi Darwin a prôné cette idéologie de sorciers, de démons. C'est que, à partir du rétablissement de l'esclavage par Napoléon Bonaparte, tout fut à refaire, étouffé par la répression napoléonienne, renforcé par les théories racistes émergentes. Le mouvement abolitionniste français ne connut qu'une lente renaissance au cours des 15 années de la Restauration. Il prônait tout ou plus un processus économique de transition lente vers l'extension graduelle de l'esclavage aux colonies. C'est seulement avec l'aide anglaise qu'une nouvelle organisation prête à s'attaquer à la traite et plus tard à l'esclavage puis se former en 1821. La société de la morale chrétienne, tout ce qu'elle put accomplir fut de fortifier la lutte contre la traite devenue de contrebande. Le combat anti-esclavagiste ne reprit qu'après la révolution de juillet 1830. Dès la fin des années 1820, le baron Roger, alors en fonction à Saint-Louis du Sénégal, et Jomard, l'un des fondateurs de la Société de géographie, avait commencé de faire entendre une tonalité différente, celle des premiers explorateurs de terrain, essayant momentanément de réagir contre le racisme ambiant. Roger, dans sa notice sur le gouvernement, les mœurs et les superstitions des nègres au pays du Wallo, défendait l'idée de la perfectibilité des sociétés. Jomard s'éleva contre les détracteurs des Noirs, qui trouvaient parmi les philosophes et les anatomistes, qui mesurent l'intelligence des Noirs sous l'angle facial et les autres signes physionomiques, et qui établissent sur la conformation de la face l'infériorité de la race noire. Les deux hommes établirent en France une association patronnée par le ministère de la Marine, chargée de l'instruction de 17 Noirs ou hommes de couleur. 2 renoncèrent, 12 moururent, mais 3 retournèrent comme prêtres au Sénégal. Dans la baie, voilà. Celui-ci, devenu l'une de nos meilleures sources, laissa de nombreux écrits et croquis sur la Sénégambie, et fut même élu en 1853 membre de la Société de géographie. Il précédait ainsi le premier élève noir à entrer en 1878 à l'école polytechnique, tandis qu'à l'occasion de l'exposition universelle, le jardin d'acclimatation exhibait dans le même temps 400 figurants indigènes dans un village nègre. Ce furent des exceptions qui confirmaient la règle. Entre 1802 et 1950, la quasi-totalité des Blancs se situaient sans hésiter au sommet d'une échelle raciale hiérarchisée. Et c'est ce que vous trouvez dans la franc-maçonnerie. C'est ce que vous trouvez, soi-disant, dans les loges d'Illuminati. La société européenne, elle est tellement bien organisée que pour la déstructurer, même le franc CFA ne pourra pas faire l'effet.
C'est une très grande puissance. Ils ont compris. Quand ils sont venus prendre la spiritualité du peuple bantou, ils ont compris comment ça se passait dans le monde céleste. Ils ont compris comment était structuré le peuple bantou, les vrais Israélites. Ils ont connu ça. Ils ont fait la même manière. Ce que vous voyez chez les Illuminati, c'est ce qui se trouve aussi dans l'origine des écritures des vrais Israélites. Le peuple bantou n'était pas sectaire, mais elle était tellement très organisée. Les prêtres, et en bas, les rois, les vassaux, dans chaque ville, c'était bien structuré. Pour la défaire, ça sera dur. Mais ce qui est dur ne veut pas dire que c'est impossible. La suppression de l'esclavage en 1848 a entretenu la vision d'une fin de siècle antiraciste dans la tradition 48 tarde. C'est tout à fait inexact. Le noir est devenu sans contexte possible un inférieur. Aucune voix ne s'élevait plus contre ce qui était alors une vérité admise. Même pas celle de Marx qui eut en revanche des paroles définitives contre l'esclavage. Le plus virulent des racistes, le comte de Gobineau, n'avait pas attendu la caution scientifique de Darwin pour publier en 1853 et 1855 son essai sur l'inégalité des races humaines, la réforme intellectuelle et morale de la France. À vous de juger.